Bien, et ben merci à tous d'être là pour cette rencontre avec Romaric Godin pour son dernier livre. Pour dire peut-être deux mots de Romaric en introduction, tu es journaliste à Mediapart au service international où tu traites l'actualité internationale essentiellement du point de vue économique et c'est plus rare dans les médias grand public marxistes. J'ai vu que tu avais commencé à la Tribune au service marché. Donc tu as connu une lente mais conséquente radicalisation vers l'ultra-gauche, avant de faire paraître en 2019 la guerre sociale en France. Ouais, bah, tu reviendras peut-être dessus. La guerre sociale en France qui avait beaucoup fait parler, qui était un commentaire au fond sur le néolibéralisme à la française, dans le cadre du début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Tu as fait paraître cette année Penser l'émancipation autrement, qui est une sorte d'anthologie de penseurs marxistes hétérodoxes qui sont mobilisés dans le livre, on y reviendra. Et ce livre, donc, le problème à trois corps du capitalisme, qui est au fond un décentrage vis-à-vis de ton précédent, c'est-à-dire que là on n'est plus vraiment sur le contexte français, on est au global. Et on essaye d'être un peu plus conceptuel au fond sur la manière dont le capitalisme vient traiter un certain nombre de problématiques sociales, écologiques, anthropologiques aussi. Et ton point de départ au fond c'est un constat sur le concept de crise qui est effectivement omniprésent dans le commentariat actuel, qu'il soit médiatique, qu'il soit politique, même dans l'expression des entreprises, on entend beaucoup au fond qu'on vit désormais dans un monde qui est instable, qui est marqué par la crise. Il y a le terme de polycrise que tu cites comme étant un symptôme un petit peu de cette interprétation-là. Et au fond, ce que tu viens faire, c'est que tu viens en quelque sorte remettre le capitalisme au cœur du village en disant y a des crises, elles ne sont pas naturellement le fait d'une séquence historique qui serait chrysogène. Il y a quelque chose, il y a un principe au fond originel à toutes ces crises-là qu'il ne faut pas oublier, qui est le capitalisme. Et pour ça, tu t'appuies sur une métaphore qui est celle du problème à trois corps d'une fiction chinoise de Liu Cixin. Tu veux peut-être restituer tout ça ? Ouais. Bon, d'accord. D'abord, merci beaucoup pour avoir organisé cette rencontre et cette invitation de la part des libraires. Voilà. J'aurais d'abord m'excuser parce que je suis très fatigué, donc je ne vais pas être extraordinairement performant, mais je vais essayer quand même de faire le mieux que je peux. Oui, donc l'idée du livre, hein, c'est un petit peu de prendre du recul par rapport à une situation qui, moi, en tant que journaliste, enfin, ça part de ma pratique journaliste. Tous mes livres, enfin, mes deux livres, j'en ai pas fait non plus 25, donc bon, les deux livres partent en fait un peu de ma pratique journalistique, c'est-à-dire, cette écriture quotidienne qui parle un peu de cette réalité et qui est confrontée aussi comme tu l'as dit, au commentariat tout autour. Et donc, il y a quand même quelque chose qui est assez frappant dans notre situation contemporaine. Hein. C'est effectivement ce sentiment très profond qu'on vit une crise complexe, dont on n'arrive pas à sortir, et effectivement l'impossibilité d'identifier le capitalisme comme ne serait-ce que... Alors moi je l'identifie comme la cause suprême de l'instabilité, mais on pourrait avoir des réflexions moins radicales qui au moins intègrent la crise du capitalisme comme une des crises, un des membres de la fameuse polycrise, même si après on aurait des crises indépendantes du capitalisme. Mais on n'a même pas ça en fait. C'est assez incroyable. Et moi qui suis journaliste économique, en fait, on est toujours confronté à ce renversement pour moi incroyable de la réalité, où l'économie est présentée toujours comme une forme de victime des crises politiques, je ne sais quoi, environnementales, sociales, etc. Et jamais en fait comme le point de départ de ces crises. Donc tout ce détour pour en venir à effectivement ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est un petit peu de réintégrer en fait du matérialisme, de la démarche de cet ordre-là, et d'essayer d'expliquer
d'essayer de comprendre où en était le capitalisme dans son développement, quelle était la dynamique actuelle du capitalisme, et de le décliner selon effectivement trois grandes crises qui, à mon sens, sont le produit de cette dynamique capitaliste. Donc une crise économique, une crise écologique et une crise anthropologique. Ces trois crises, elles sont pour moi le fruit de deux directions, on va dire, en termes de force. Une première direction qui est que, en fait, le développement capitaliste est à l'origine de chacune des crises, de façon, on va dire, autonome, c'est-à-dire que l'origine de la crise écologique n'est pas le même que l'origine de la crise, et pas strictement le même, on va dire, que l'origine de la crise économique ou de la crise anthropologique, au sens où il y a une particularité de cette crise capitaliste de l'écologie, comme il y a une particularité des deux autres. Et en même temps, il y a évidemment une interdépendance entre ces trois crises qui nous font un peu retomber dans une logique de polycrise sans le côté complètement, on va dire, désincarné en disant, voilà, il n'y a pas de, sont des crises indépendantes. En fait, là, il y a une logique de polycrise au sens où finalement, chaque crise entretient les deux autres, et y compris dans le règlement, on va dire, des crises. C'est-à-dire que quand on essaye de régler une de ces trois crises, en fait, on exacerbe les deux autres, et donc finalement, on revient à poser à aggraver la première crise qu'on a essayé de résoudre. On revient en fait au point de départ en pire, puisque en fait, on a aggravé la situation. Et donc, ce système un peu de crise qui s'interpénètre et qui en même temps a sa propre dynamique m'a effectivement fait penser à ce livre de science-fiction chinoise. Alors, je ne suis pas du tout un lecteur de livres de science-fiction, c'est le seul livre de science-fiction que j'ai lu de ma vie, mais il se trouve que celui-là, je l'ai lu et je l'ai fini. Bon. Et donc, il y aurait plein de trucs à dire sur ce livre en question, mais il m'a semblé en tout cas qu'il y avait quelque chose qui était de cet ordre-là. Alors, pour ceux qui l'ont pas lu, donc c'est le livre de science-fiction décrit un monde qui est soumis à un problème à trois corps, c'est-à-dire à un système solaire à trois soleils, en fait. Et donc, en astrophysique, le problème à trois corps, c'est un problème qui n'est pas... C'est un problème qui décrit, en fait, qui est insoluble et qui en fait que l'on ne peut pas décrire la trajectoire, on ne peut pas prédire la trajectoire des trois corps, et donc ça crée en fait sur la planète qui dépend de ce système solaire, trisolaire, ça crée de l'instabilité constante et du chaos permanent. Et donc l'idée de ce livre, c'est que après avoir cherché beaucoup de façons à l'intérieur de leur planète de trouver des solutions à ce problème à trois corps, ils comprennent que le problème à trois corps est insoluble en fait en tant que tel, et donc ils décident de le régler en réglant le problème à la racine, c'est-à-dire en se retirant de la force d'attraction du système des trois soleils, en allant sur un système solaire unique. Vous avez deviné, c'est le nôtre, et donc voilà, ils vont venir, ils sont très méchants, ils vont nous tuer. Bon, ça c'est autre chose, mais en attendant, cette idée de comprendre, en fait, de prendre du temps pour comprendre que le système en soi est insoluble si, en fait, on ne se retire pas de la force d'attraction qui détermine, en fait, le chaos de ce système à trois corps, m'a fait penser que là, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de ce que nous, on vivait, en fait, au quotidien, et notamment dans les solutions qui sont proposées politiquement. Voilà, donc là on a eu des élections municipales, c'est un peu moins le sujet, mais bon, quand c'est des élections un peu nationales, et c'est vrai dans tous les pays où il y a des élections en tout cas, mais dans les pays où il n'y a pas d'élections, en fait, les leaders suprêmes vous promettent aussi de trouver des solutions, et ils ont la clé, et donc voilà, et en fait on voit bien que ça ne marche pas précisément parce que ce chaos il est de plus en plus... fort, et donc effectivement il y a ce sentiment qu'on est pris au piège dans un système dont la solution interne est impossible. Et donc moi, l'idée que j'avais, c'est que on est effectivement, nous, sur la Terre, pris au piège dans un système qui est insoluble, tant qu'on reste effectivement dans le champ d'attraction de la force qui est à l'origine
de ce problème à trois corps, donc du chaos, qui est la force d'accumulation du capital. Donc c'était un peu cette idée de développer cette métaphore de façon assez limitée. Je l'utilise, mais bon, ça reste quand même assez... J'essaye de faire en sorte que ça reste quand même assez raisonnable. D'autant que, pour le coup, c'est un livre de science-fiction, donc la solution dans les livres de science-fiction, c'est souvent une solution technologique, et que pour le coup, moi, j'essaye de défendre l'idée que la solution n'est pas technologique dans ce cas-là, qu'elle est plutôt effectivement anthropologique, donc c'est plutôt un changement radical d'organisation sociale qui permet en fait d'avoir cette rupture, de casser ce lien avec la force d'attraction, la force primaire qui crée le chaos, qui est l'accumulation. Ouais, mais alors, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, tu identifies l'accumulation comme étant le déterminant un peu principiel de toutes ces crises-là. Mais c'est pas uniquement le capitalisme de manière transhistorique qui pose problème selon toi. Je pense que c'est important de commencer par ça, parce que c'est au demeurant dans toutes tes analyses de papier quelque chose que tu répètes souvent, qui est une axiomatique en fait de ce livre-là, mais de tous tes textes, à savoir qu'on est dans une situation historique du capitalisme qui est marquée par une sous-performance de l'accumulation du capital, qu'il y a un ralentissement des indicateurs de performance du capital, notamment de la croissance, et aussi du taux de productivité qui augmente, mais de manière de plus en plus infime. Exactement, des gains de productivité. Je pense que ça vaut peut-être le coup de revenir un peu dessus, de réinsister sur ce point de cadrage-là, sur ce ralentissement-là des indicateurs d'accumulation, et peut-être le faire à travers un séquençage historique que tu proposes au début du livre, qui permet de produire pas mal de clarté, je trouve, qui est au fond 3 périodes un peu charnières. La période 45 jusqu'au choc pétrolier, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, le développement de l'État-providence, une grande croissance qui, même si elle a certains coups d'arrêt un peu brutaux, repart de plus belle juste après. Une mécanisation générale de la production, enfin en quelque sorte un âge d'or du capitalisme. Un ralentissement de cette performance-là du capital de 73 à 2008, avec une séquence de financiarisation, la tertiarisation des économies, notamment en Occident, mais déjà en fait des premiers signes au fond de faiblesse, notamment à cause de ces questions de productivité, des questions de chômage, mais je te laisserai revenir peut-être dans les détails. Donc 73-2008, la crise de 2008, la crise de la financiarisation du capital, qui est pour toi encore absolument centrale au fond dans la situation dans laquelle on se trouve, jusqu'à 2020. Je pense que ces 3 périodes-là, ça vaut peut-être le coup de revenir un petit peu dessus pour illustrer cette axiomatique du ralentissement de l'accumulation. Ouais. Merci beaucoup. Oui, alors effectivement, le point central, c'est que on est dans une crise qui, à mon sens, est structurelle, qui n'est pas simplement conjoncturelle, parce que bon, même si on retenait que l'idée que la crise a commencé en 2008, ce qui, à mon avis, serait une erreur, mais on va y revenir. 2008, on est en 2026, 18 ans, ça commence à être un peu structurel, quoi. Enfin, bon, là, on n'est plus dans le... Voilà. Alors, d'abord, un peu la démarche, comment on peut essayer de voir si vraiment il y a une pression, on va dire, à la baisse sur l'accumulation. D'abord... il y a cet effet, il y a cet élément qui est, quand on regarde de façon très bête, les taux de croissance du PIB, alors je suis conscient de toutes les limites que ça peut avoir comme indicateur, mais ça permet de donner quand même un élément qui est intéressant sur la façon, enfin, la valeur qui est générée par l'économie, on va dire, de façon globale, par l'économie telle qu'elle fonctionne. Alors, encore une fois, c'est pas un indicateur parfait, parce que dans le PIB, il y a plein de choses qui sont, d'un point de vue marxiste, pas toujours très productifs. On peut discuter, voilà. La finance est très productive dans le PIB. Bon, ça, évidemment, c'est pas aussi évident que ça. Donc, évidemment, il faudrait faire des calculs, affiner tout ça. Mais bon, moi, je suis qu'un journaliste, donc je prends les choses telles qu'elles sont, je prends les chiffres qu'on me donne et j'essaye juste d'avoir des approximations, en fait. C'est un peu l'affaire. Et là encore, si j'avais
disons, une baisse de 1 point de la croissance moyenne sur toute la période, si j'avais le maintien à peu près de la tendance des taux de croissance, bon, on pourrait dire que j'exagère, voilà. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on voit des vraies cassures, en fait. Quand on regarde le niveau des taux de croissance, le niveau des taux de productivité, et les tendances surtout, c'est-à-dire que si on prend la tendance évidemment avant la crise de 73, mais également avant la crise de 2008, et qu'on la continue jusqu'aujourd'hui, en fait, on a des cassures qui sont très nettes, avec effectivement des décalages pour un pays comme la France qui peuvent atteindre encore 15%. On est encore à un niveau de PIB qui est 15% inférieur à ce qu'il aurait été si on avait continué sur la tendance précédente. Donc, ça permet, sans pouvoir le quantifier, on va dire, de façon très précise, ça permet d'avoir quand même l'indication qu'on est sur des cassures très fortes de ce rythme d'accumulation. Et donc, effectivement, on a 3 grandes périodes à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La première période, c'est effectivement une période de croissance très forte, où l'on voit en fait qu'à chaque crise conjoncturelle du capitalisme, il y a un redémarrage très fort. Et là, on peut identifier précisément que la tendance s'accélère, c'est-à-dire qu'en fait, on a un taux de croissance qui dépasse la tendance préalable après les crises. Et évidemment des taux de productivité qui sont à l'époque faramineux, de 6 à 7%, et qui permettent le rêve des sociodémocrates, c'est-à-dire la redistribution, les dépenses publiques, l'investissement et le taux de profit, tout ça. Donc évidemment, on comprend que ça en rende certains nostalgiques, évidemment. Après, les conditions dans lesquelles ça a été réalisé, on peut en parler évidemment, et c'est pas du tout le cas. Mais du point de vue du capital, effectivement, c'est quelque chose qui est important. À partir de 73-79, donc les deux chocs pétroliers, on a là une cassure très forte, et puis on a des contre-tendances qui sont appliquées. C'est-à-dire qu'on va appliquer des politiques pour essayer de contrebalancer sur le taux de profit les effets du ralentissement de ce taux de croissance. Un des éléments fondamentaux de notre modernité en économie, c'est la différence entre le taux de profit du capital et le taux de croissance, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire parce que vous savez, les gens disent la baisse tendancielle du taux de profit, mais pas du tout. Regardez, les profits sont extraordinaires. Mais en fait, ça, c'est deux choses complètement différentes. C'est-à-dire qu'une baisse tendancielle ou une tendance sous-jacente qui est plutôt à la baisse et un taux de profit qui augmente, ça veut juste dire en fait que vous avez changé d'abord la répartition et que vous avez trouvé en fait des moyens pour soutenir le taux de profit indépendamment en fait du ralentissement de la production de valeur sous-jacente. Donc ça, évidemment, c'est la mondialisation, la financiarisation, les réformes néolibérales. Tout ça va, en fait, à la fin des années 90, et puis évidemment les changements technologiques, Internet, machin, etc. Tout ça peut évidemment faire croire à la fin des années 90 qu'on avait dépasser cette crise-là. Il y a une reprise des gains de productivité, une reprise de la croissance, et puis on peut croire que ça va. Puis en fait, à la fin des années 90, ça se recasse. Là, les banques centrales interviennent pour injecter de l'argent dans le système déjà, alors via les baisses de taux, pas les injections directes, mais les taux vont baisser très fortement. On va remettre une couche à la financiarisation, avec le développement de tous les produits complexes qui vont exploser en 2008. Et on va rajouter une couche à la mondialisation, c'est l'entrée de la Chine dans l'OMC, pas l'OMS, l'OMC, en 2001. Et donc on a une reprise. Et là encore, donc toute cette période, c'est pour moi une période où en fait, on a quand même un affaiblissement de la croissance, mais cet affaiblissement de la croissance, il est modéré, il est caché par tout un tas de contre-tendances qui sont mobilisées, mais qui s'épuisent en fait très rapidement. Et qui s'épuisent complètement en fait à partir de 2008, où en fait on a évidemment le moteur de la financiarisation qui est cassé.
et qui va ensuite entraîner la cassure du moteur de la mondialisation, parce que, en fait, les perdants de la mondialisation vont se rendre compte qu'ils sont perdants et pas gagnants, parce qu'il y a une crise, en fait. Et ça, en fait, on le voit très bien. À partir de 2015-2016, il y a tout ce mouvement. Il y a la victoire de Trump aux États-Unis en 2016. Enfin, voilà. Bon. Il y a toutes ces choses-là. Il y a aussi, d'ailleurs, y compris en Chine, un changement de trajectoire qui est important avec le plan de 2015, le plan Made in China 2025 qui est lancé en 2015. Donc, voilà. Il y a un effondrement des contre-tendances qui sont, à ce moment-là, en grande partie comblés par l'intervention, cette fois directe et massive des banques centrales en Occident, de l'État en Chine, et dans d'autres pays. Mais en fait, là, pour le coup, ça suffit pas. Il y a vraiment un affaiblissement très très fort de la croissance dans les années 2010. Affaiblissement de la croissance qui n'est aujourd'hui en fait pas réglé, puisque si les États-Unis ont provisoirement retrouvé la tendance d'avant la crise de 2020, c'est pas le cas en Europe, c'est pas le cas au Japon, c'est pas le cas en Chine évidemment, et donc on a une nouvelle cassure. Et en fait ça, pour moi, la cassure de 2020, avec tous les moyens qui ont été mis par l'État pour essayer de soutenir l'économie, etc., néanmoins on a une nouvelle cassure. Et ça montre la fragilité en fait de la situation de l'accumulation aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment on a un système qui globalement est en sous-régime. Et quand on pense aux efforts qu'il a fallu aux États-Unis pour maintenir un taux de croissance qui est dans la tendance d'avant la crise de 2020, et pas plus en fait, et maintenant, bon, alors c'est un peu particulier, mais quand même il y a un ralentissement. Donc en fait, on voit bien que en fait, la tendance sous-jacente, qui est une tendance où la production de valeur issue traditionnelle, on va dire, la production de valeur traditionnelle issue du travail, en fait, est beaucoup plus difficile à réaliser, et où, en fait, on a une sorte de panique généralisée. Alors, pourquoi elle est plus difficile à réaliser ? En fait, c'est assez, ça peut se comprendre. C'est comme tu l'as dit, dans les années 60-70, on a eu une très très forte automatisation. Enfin, ça avait commencé avant, mais ça s'est beaucoup accéléré à ce moment-là. Et évidemment, dans ces conditions-là, en fait, produire de la valeur supplémentaire à partir d'un capital mort, on va dire, massif, c'est beaucoup plus difficile, mathématiquement, en fait, que à partir... alors, ce qui est intéressant, c'est que normalement, le capitalisme, il déjoue ce piège-là, le piège classique de l'importance du capital existant, enfin de l'automation et de la difficulté à produire de la productivité à partir, des gains de productivité à partir d'une société automatisée. Il déjoue ça par des cassures technologiques, en fait. Il y a une nouvelle technologie qui est mise en place, il faut remplacer toute l'ancienne machinerie, et puis en fait ça provoque encore plus de gains de productivité qui permettent théoriquement d'investir dans d'autres machineries, et puis on repart, la croissance, l'accumulation repart sur un rythme complètement différent. Historiquement, si on regarde la première et la deuxième révolution industrielle, on a à peu près ce schéma-là. La première, évidemment, c'est particulier, mais voilà, c'est ce qu'on voit avec la deuxième, et avec les grandes inventions qui commencent à partir de la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. Et là, en fait, c'est là où ça pêche, mais c'est là aussi où on voit qu'on est dans un capitalisme dont la maturité devient un frein à l'accumulation, parce que en fait, la grande cassure technologique, la troisième révolution industrielle, qui est celle de l'informatique et de l'Internet, n'a pas produit en fait des gains de productivité suffisantes. Je ne dis pas que ça n'en a pas produit, je dis que ça n'a pas produit des gains de productivité suffisantes en fait, pour soutenir l'accumulation en termes généraux. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que les gains de productivité sont limités à certains secteurs industriels de pointe,
ça supprime des emplois, et ces emplois se retrouvent voilà, souvent dans des services, et souvent dans des services où soit très peu productifs, soit où en fait le calcul de la productivité n'a pas réellement de sens. Et donc ça, en fait, de façon globale, ça pèse sur les gains de productivité globaux du capital. Et quand ça pèse sur les gains de productivité globaux du capital, en fait, ça pèse sur le rythme d'accumulation, je dirais naturel, si on peut avoir, sous-jacent en quelque sorte. Donc il faut trouver des contre-tendances pour mobiliser tout ça. Et donc on est un peu dans cette situation-là où on a épuisé en fait pas mal de cartouches pour essayer de maintenir ce taux d'accumulation, et où en fait, malgré tout ça, le sous-jacent continue à s'épuiser, et donc il faut trouver de nouvelles façons de mobiliser en fait de la valeur, de produire de la valeur, et ça produit tout un tas de conséquences sur la façon dont le capitalisme contemporain en fait évolue, et à mon avis quitte le néolibéralisme tel qu'on l'a connu dans les années 2000, enfin à partir des années 80 jusque dans les années 2010, pour en fait donner lieu à un nouveau régime d'accumulation qui justement a pour fonction, je dirais, pour être un peu vulgaire, de racler les fonds de tiroir, c'est-à-dire de vraiment rassembler toutes les forces qui peuvent maintenir le taux d'accumulation. Alors le taux d'accumulation global, mais en fait, comme ça se fait pas le capitalisme étant un système par nature décentralisé, c'est souvent en fait chaque capitaliste ou chaque secteur du capital qui va essayer en fait de mobiliser en fait ses forces pour pouvoir lui capter le maximum de valeur. Voilà. Ouais, et effectivement, cette idée de la technologisation qui produit de moins en moins en fait de croissance, c'est quelque chose que tu vas appliquer à l'intelligence artificielle, et notamment générative, qui est la dernière variante de l'intelligence artificielle. Tu as évoqué rapidement la baisse tendancielle du taux de profit, qui est une conception marxiste au fond de la baisse de la capacité d'accumulation à mesure qu'on augmente la productivité via la technologisation ou la mécanisation de l'appareil productif. Donc on a cette espèce de paradoxe en fait qui arrive à plus a priori de performance par la technologie, mais en fait moins de profit pour les capitalistes. Croissance de profit. Moins de croissance de profit pour les capitalistes. Est-ce que tu penses que c'est ce qui va se passer pour l'intelligence artificielle générative, qui en ce moment est une tendance sur laquelle comptent énormément d'entreprises et d'États pour relancer leurs économies? Et est-ce que de manière générale tu peux un peu évoquer ta conception de l'intelligence artificielle générative? Alors, moi je suis pas du tout un spécialiste de l'intelligence artificielle, donc il est possible que je rentre pas dans le détail technologique des choses. Ce que je sais, c'est que par contre, c'est vraiment en fait le rêve ultime des capitalismes d'aujourd'hui, en fait. Et pour une raison très simple, c'est que la proposition de l'intelligence artificielle, c'est de mécaniser les tâches qui, précisément, sont aujourd'hui les moins productives ou considérées comme aproductives, c'est-à-dire où la productivité est très compliquée à calculer pour un capitaliste. Donc, effectivement, l'idée, c'est, en appliquant, là je dis c'est l'idée finale, et on est bien d'accord, ça ne veut pas dire que ça va se produire, mais l'idée qui est à l'origine un peu je reprends là le mot de Juan Sebastian dans son livre que je conseille par ailleurs, qui est la hype de l'intelligence artificielle. L'idée qui est au centre de cette hype, c'est que précisément on va pouvoir remplacer des travailleurs dont les gains de productivité sont soit incalculables, soit faibles. Et comme on aura une machine, on va pouvoir en fait doser les gains de productivité de cette machine. On va pouvoir décider que cette machine soit plus performante, qu'elle réalise des économies sur telle chose. La machine, elle va répondre, ce qu'un être humain, parfois, il répond moins, il se fatigue, il est machin. Elle, théoriquement, elle va avoir ce... Et évidemment, ça, c'est la dernière frontière pour le capitalisme, c'est-à-dire de pouvoir
automatiser le secteur, effectivement, pour aller vite des services, même si, j'essaye de le dire un peu dans le livre, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais grosso modo, c'est ça. Donc, effectivement, on comprend pourquoi ça les travaille autant. Et on comprend pourquoi, en fait, les big tech, en fait, investissent massivement dans la matière première de l'intelligence artificielle, qui sont les data centers, pour pouvoir continuer à être des acteurs, en fait, de cette machine, de cette technologie, parce que, en fait, ils vont donner, eux, ils vont pas fabriquer les robots, les trucs, mais ils vont donner, en fait, les moyens. Et donc, ils vont continuer à contrôler cette technologie. Alors, après, il y a deux possibilités. Ça marche ou ça marche pas. Bon. Première chose, ça marche. Bon. C'est une hypothèse. Hein. Mais si ça marche, en fait, on va se retrouver très vite avec les mêmes problèmes. C'est-à-dire que, une fois qu'on aura équipé, qu'on aura remplacé tout le monde par, quasiment tous les métiers par des robots ou des intelligences artificielles, comment on gagne, en fait, du profit, comment on fait des gains de productivité supplémentaires, comment on assure une croissance de l'accumulation quand il n'y a plus personne, quoi. Ou quasiment. Donc en fait, on va retomber en fait sur nos pieds de ce point de vue. Ça, c'est la première chose. D'autant qu'il va falloir, en fait, tous les emplois qu'on aura libérés par ces créations de postes, soit ça créera du chômage de masse, soit en fait, on va les transférer vers les seuls emplois où l'intelligence artificielle ne sera pas rentable. Donc vraiment, les emplois les moins productifs du système actuel. Et les emplois les moins productifs du système actuel, c'est aussi, par définition, les moins bien payés. Donc, évidemment, on va se retrouver avec une crise sociale très forte. Alors là, je prends un peu d'avance par rapport à notre discussion, mais ça veut dire aussi que en cas de succès de l'intelligence artificielle, et c'est ce que j'essaye de développer dans mon livre avec le problème à trois corps, en fait, on va temporairement régler le problème de l'accumulation, mais on va aggraver 2 autres crises, 3 autres crises même, puisque ma crise anthropologique, elle est double. La crise, évidemment, écologique, hein, puisque ça va être évidemment un désastre absolu dans un monde où on a déjà dépassé 7 des 9 limites. Bon, on en rajoute, ok. La crise sociale, on vient d'en parler, et évidemment la crise anthropologique, puisque il y a une autre dimension à l'intelligence artificielle, qui est la dimension de contrôle et de soumission, en fait. L'intelligence artificielle, non seulement elle propose de tout mécaniser, mais aussi elle propose de réfléchir à votre place. Et ça, c'est un peu l'élément ultime de ce que j'appelle la crise anthropologique. C'est-à-dire que, en fait, quand vous avez une machine qui réfléchit à votre place, en fait, quelle est la nature de votre vie, d'une certaine façon. Donc, non seulement vous allez vous retrouver dans une crise sociale, mais avec, en fait, des problèmes de santé mentale, d'existence, en fait, extrêmement, extrêmement fortes, plus une crise écologique. Et évidemment, ces crises-là, elles ont des effets ensuite sur l'accumulation. Toute formidable que soit l'intelligence artificielle, il faut toujours qu'il y ait des gens pour la faire fonctionner et pour consommer les services qui sont proposés. Et si vous avez des gens qui sont malades, pauvres, et qui en plus évoluent dans un environnement invivable, votre intelligence artificielle, en fait, elle ne va pas servir à grand-chose. Donc ça, c'est la première option optimiste du point de vue du capital. Hein, voilà. Après, il y a une deuxième hypothèse, c'est que ça ne marche pas. C'est que, en fait, et ça, cette hypothèse, il faut quand même la souligner, c'est-à-dire que ça ne marche pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'intelligence artificielle. Évidemment, elle est là et elle va en fait être là. La vérité, c'est qu'il est possible que, comme en fait, pour Internet ou l'informatique de façon générale, hein, je sais pas, moi j'ai grandi dans les années 80, on nous expliquait que l'informatique allait tout gérer, que les ordinateurs allaient tout faire, bon bref. Donc c'était exactement le même discours qui était mobilisé. Et donc il est possible que en fait cette intelligence artificielle, elle ne soit pas capable en fait
de réaliser ces gains de productivité suffisants, elles soient capables de remplacer qu'une petite partie, qu'elles soient capables d'améliorer uniquement une partie de l'outil productif, principalement industriel, que ça marche pas en fait pour remplacer les services, ou que ça marche que pour remplacer une partie des services. Et à ce moment-là, on se retrouve exactement dans la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire que les gains de productivité réalisés vont être compensés par des pertes de gains de productivité par ailleurs, puisque les emplois qui seront libérés par ces gains de productivité iront dans des emplois moins ou non productifs. Donc voilà, là on ne sera pas sorti, et en plus on n'aura toujours pas réglé les deux autres problèmes, sachant que pour le coup, s'il y a un endroit où l'intelligence artificielle est en train de gagner, c'est vraiment dans le fait que c'est en train de réfléchir à la place des gens, quoi. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est fort et qui, pour moi, vient véritablement aggraver une des trois crises, qui est la crise anthropologique. Donc en fait, dans ce cas-là, l'intelligence artificielle, elle aura plus en fait une fonction d'encadrement et de contrôle, d'une certaine façon, parce qu'elle sera capable en fait de mieux contrôler à la fois les gens qui travaillent et les gens qui ne travaillent pas, pour qu'ils consomment les choses qu'il faut consommer, en dirigeant de façon très subtile les gens vers les produits les plus rentables pour le capital. Donc elle aura cette fonction-là, que déjà Internet a, le smartphone a un peu, etc. Mais qui là, évidemment, sera peut-être plus développée. Mais sachant que effectivement, cette fonction d'encadrement, elle entraîne aussi une crise au sein de l'individu capitaliste. Voilà. Et de manière générale, pour toi, l'IA s'insère dans un des symptômes du changement du néolibéralisme tardif, qui est la rentification de l'économie. Ça en fait partie. Il y a deux, pour toi, pôles de rentification de l'économie qui sont très actifs depuis, en particulier, la crise de 2008, qui a accéléré le développement des gestionnaires d'actifs. Donc ça, c'est le premier pôle. Donc le private equity, les fonds de gestion qui sont alimentés par des fonds de pension, qui sont en partie à l'origine de la recomposition politique au sein de différentes fractions du capital qui ont soutenu Donald Trump. C'est en partie ces acteurs-là, tu le rappelles. Et évidemment les big tech, donc là qui sont directement concernés par l'intelligence artificielle, les deux s'associant, puisque en fait les gestionnaires d'actifs sont très investis dans la production énergétique et dans la logistique. Tandis que les big tech utilisent façonnent des produits qui vont s'appuyer sur l'infrastructure qui sera gérée par ces gestionnaires d'actifs. Est-ce que tu peux un petit peu évoquer ce que ça te dit, cette rentification de l'économie, et te positionner face au grand débat de notre époque sur le techno-féodalisme? Tu cites un petit peu Varoufakis et évidemment Durand. Alors, sur la question de la rente, moi je trouve que c'est un élément qui est important. Ça répond en fait exactement à ce qu'on a décrit tout à l'heure. C'est-à-dire, dans le cadre d'une économie qui produit naturellement moins de valeur, pour maintenir une croissance du taux de profit, à titre personnel, pas global pour le coup, mais là à titre, je dirais, de chaque acteur, en fait, les acteurs ont une logique de prédation. En fait, ce qu'ils veulent, c'est avoir accès à un maximum de valeur au détriment des autres. Et ça, ils le font en contournant, en fait, ce qui souvent est amené à redistribuer la valeur en système capitaliste, qui est le marché, en fait. Donc, pour éviter cette redistribution par le marché, les grandes entreprises, en fait, contournent ça par des systèmes de rente. Donc ça prend des formes extrêmement différentes selon les secteurs. Ça peut prendre des formes très classiques de rente foncière immobilière, ça prend des formes, comme tu l'as dit, en finance, de la finance privée, avec un élément intéressant qui est que les gestionnaires d'actifs sont obsédés en fait par les services publics ou les quasi-services publics, parce que précisément ce sont des systèmes qui en fait fournissent de l'argent, fournissent des fonds sans passer
par le marché et par la concurrence. Parce que le coût de sortie en fait est beaucoup trop fort, et puis surtout une fois que vous êtes rentré en fait dans ces activités-là, l'argent tombe tout seul sans rien faire. Typiquement, c'est le cas des EHPAD par exemple. On voit cette chose-là. Alors ça ne veut pas dire qu'ils font pas des choses pour justement augmenter encore la production de profit dans ces choses-là, et notamment avec les conséquences néfastes qu'on connaît. Mais globalement, l'idée, c'est que voilà, il n'y a pas d'investissement massif à faire pour avoir un taux de profit régulier. Et ça, c'est un élément central de la rente. Et évidemment, pour les big tech, c'est un peu la même chose. Avec un élément qui est un peu différent pour les big tech avec l'intelligence artificielle, c'est que là, en fait, ils sont obligés, pour rester dans la course, d'investir dans du dur, dans des infrastructures qui sont les data centers, en fait. Et évidemment, avec un élément particulier qui est que les data centers, ça s'entretient, ça s'use plutôt vite. Dedans, les serveurs, c'est pareil, c'est fragile, ça s'use. Donc en fait, là, il y a un coût du capital qui entre et qui modifie en fait un peu cette économie de la rente techno aujourd'hui. Ce qui aussi implique que pour préserver en fait la rente, il faut écraser les autres dans cette course à l'intelligence artificielle. Donc en fait, c'est pour ça qu'on voit ces montants faramineux d'investissement qui sont mis sur la table pour produire le plus de data centers possible. Parce qu'en fait, l'enjeu pour les big tech aujourd'hui, c'est d'avoir une surface suffisamment importante pour que justement ces investissements dans le dur continuent à être rentables pour eux. Donc ça, c'est un élément qui est un peu différent et qui modifie, qui est différent par rapport à ce qu'était la rente techno avant, où c'était principalement de la rente de propriété intellectuelle. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau et dont on ne mesure pas encore complètement les conséquences en termes de modèles, en fait, pour les big tech qui sont en train de vider en fait leur trésorerie dans ces investissements-là, qui prennent maintenant d'ailleurs du crédit. Donc il y a un investissement très fort qui est fait, parce que c'est ça en fait la rente. La rente, c'est d'avoir aussi un investissement de départ très élevé pour pouvoir avoir accès au monopole en quelque sorte, et puis ensuite ça tombe et ça tombe tout seul. Mais là en fait l'intelligence artificielle elle redéploie les cartes, donc d'ailleurs il y a de nouveaux acteurs qui sont arrivés, etc. Donc il y a une course là qui est pas encore déterminée, qui modifie un peu l'économie de la rente techno et qui est plutôt intéressant à voir. Et du coup ça m'amène à ta question sur le techno-féodalisme, etc. Donc moi je retiens des travaux surtout du travail de Cédric Durand, vraiment cette idée de rentification de l'économie. Je suis un peu moins convaincu par le fait qu'on change de mode de production en fait. Alors bon, chez Cédric Durand c'est un peu moins fort, mais chez Varoufakis évidemment c'est très fort. Et lui en fait il dit on change de mode de production précisément parce qu'en fait on n'a plus le marché en fait. Donc comme il n'y a plus de marché, il n'y a plus de capitalisme. Et moi, en fait, ma définition après, ça nous amène sur les questions de définition du capitalisme, mais moi, je pense qu'en fait, on ne peut pas définir le capitalisme simplement par la présence d'un marché. En fait, on a des formes de capitalisme qui sont indépendants du marché, notamment les capitalismes d'État, et aussi des capitalismes, évidemment, monopolistiques. Et donc moi je vois pas en fait là de changement de mode de production, c'est-à-dire que en fait le mode de production de valeur principal, ça reste en fait le mode de production par le travail et par la plus-value à partir du travail. Que ce soit plus suffisant pour pouvoir entretenir le système, je veux bien l'admettre, c'est même ma thèse centrale, mais ça veut pas dire que c'est pas ça le cœur. Et d'ailleurs on le voit bien là avec l'intelligence artificielle, puisque là on a
une course compétitive à partir de, on part de rente et en fait on reprend une course à la compétition assez classique avec des investissements de départ, etc. Donc en fait pour moi on reste encore dans la logique capitaliste, qui est une logique où l'accumulation du capital est centrale. Et donc on y est, à mon avis, on va pas y revenir, mais on n'est pas sur une logique de féodalisation. Voilà. Il y a des endroits de rente qui sont très très forts, mais il faut bien voir aussi que cette rente, elle s'appuie aussi sur l'État, évidemment, et qu'elle s'appuie aussi sur le travail classique. Qui est souvent invisibilisé, mais qui en fait est extrêmement présent et sans lequel en fait cette rente n'existerait pas. Que ce soit au départ pour proposer les objets qui sont à l'origine de la rente, ou ensuite évidemment pour acheter ces biens et services qui sont proposés par les entreprises rentières. Donc je pense qu'on est encore en fait dans le capitalisme, et je pense que c'est précisément ça le problème en fait. Enfin ceci dit, je suis pas sûr que le féodalisme soit mieux, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Oui, tu évoques effectivement la pression que ces acteurs rentiers font peser sur le capital productif également. Je pense que ça vaut le coup de revenir notamment sur quelque chose que tu traites beaucoup, notamment dans ses conséquences politiques en France, mais ailleurs, qui est la pression du capital productif sur les salaires réels, qui est une conséquence aussi de cette rentisation de l'économie. Tu as un passage effectivement où tu évoques en fait une stagnation des salaires réels, parce qu'il y a l'inflation qui est intervenue dans cette histoire, et pour des questions énergétiques aussi, conséquentes à la matérialisation de l'appareil productif de ces produits numériques. Il y a une pression aussi sur les prix de l'énergie. Donc il y a un espèce de nœud qui est en train de se faire pour créer une pression sur le capital productif et sur les salaires au fond. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus ? Je sais que c'est pas complètement évoqué dans le livre, les conséquences politiques de la baisse des salaires réels, mais tu avais fait un papier qui revenait un petit peu sur Nicolas Quipet et en fait la stagnation chez les cadres et les classes moyennes supérieures de leurs salaires. C'est quelque chose qui n'est pas encore complètement conscientisé en termes de conscience de classe, je veux dire vraiment, mais qui en fait découle complètement en partie de ces phénomènes macro. Ouais. Et il y a un lien macro-micro qui est fait directement. On va prendre un peu d'avance aussi. Enfin, on va prendre un peu d'avance parce que je pense qu'il faut réfléchir à ce moment-là aussi sur ce que ça veut dire en termes, justement, comme tu le disais, de conscience de classe pour cette partie de la société. Effectivement, en fait, là, dans la période relativement récente, les salaires moyens en France ont stagné depuis 2021. Là, l'INSEE nous a fait un communiqué il n'y a pas longtemps, triomphant, en nous expliquant qu'enfin, on avait retrouvé le niveau de 2021 pour les salaires réels. Donc, réjouissez-vous quand même. Ça veut dire qu'on a eu 5 ans de stagnation des salaires réels moyens. Bravo. Mais enfin, c'est fini, il paraît. Donc, tout va bien. Mais bon, on voit bien quand même qu'il y a effectivement cette stagnation. Et encore une fois, il faut réfléchir en termes de tendance. C'est-à-dire que par rapport aux tendances précédentes où les salaires réels pouvaient augmenter même un petit peu de 2% dans les années 2000, 1% dans les années 2010, là on est sur du zéro, quoi. Donc effectivement, il y a des cassures à chaque fois, quoi. Voilà. Et ce qui est intéressant effectivement, alors pour le cas de la France, là pour le coup j'avoue que j'ai pas regardé pour d'autres pays, mais dans le cas de la France, on voit que effectivement, comme le salaire minimum est plutôt protégé par c'est la seule partie salariale qui est encore indexée sur l'inflation. Donc le salaire minimum a plutôt été protégé. Mais par contre, évidemment, à la fois la partie, alors pas supérieure, eux, ils ont continué. Mais la partie, on va dire, voilà, des cadres supérieurs, donc pas les managers, dirigeants, etc. Mais voilà, les cadres supérieurs, donc ceux qui, pour le coup, avaient vraiment profité de la hausse des salaires dans les années 2000-2010, puisque l'essentiel de la hausse était porté par eux, de la hausse réelle était portée par eux. Là, en fait, on voit pour le coup une vraie cassure avec une baisse du niveau de vie, en fait, une baisse du salaire réel.
Et effectivement, ça entraîne... alors, c'est intéressant parce que souvent, c'est compensé par les revenus du capital, puisqu'ils ont aussi beaucoup de revenus du capital, et par des revenus immobiliers, donc souvent, c'est compensé par ça. Mais enfin, bon, leur travail paye moins, en quelque sorte. Donc, il y a quand même un mal-être profond là, qui, en fait, parce que, et peut-être on y viendra, même si ça va nous emmener très loin, mais parce que précisément, cette partie de la société fait partie de ce qu'il faut bien appeler la bourgeoisie, et que donc, en tant que telle, elle est incapable, en fait, d'envisager le dépassement du système capitaliste, et que donc, elle ne voit, en fait, son salut que dans le capitalisme. En fait, elle va trouver des solutions internes, tenter de trouver des solutions internes au capital. Et en fait, les solutions internes au capital, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans la 5e partie, ce que j'appelle le capitalisme d'état d'urgence. Le capitalisme d'état d'urgence, c'est ce capitalisme qui est soumis précisément à ce ralentissement et qui va aller chercher les forces pour tenter de continuer à faire l'accumulation. Cette classe-là, elle va naturellement être intéressée par cette chose-là. C'est-à-dire... la baisse des impôts pour libérer évidemment plus de pouvoir d'achat, la destruction des services publics dont eux estiment ne pas avoir besoin, la réduction de la redistribution dont ils se considèrent comme étant les victimes, et donc les transferts sociaux, toutes ces choses-là, et puis la croyance dans le technosolutionnisme, dans la fuite en avant technologique. Et donc tout ça mélangé, ça donne plus, évidemment, le surmoi raciste et colonialiste qui est toujours là, faut pas l'oublier, il faut surtout pas l'oublier, et ça vous donne évidemment le fameux Nicolas qui paye, parce que il paye pour Rachid. Donc voilà, donc vous avez effectivement là exactement la matrice pour l'extrême droite contemporaine, qui est un mélange de ce surmoi colonialisme, du libertarianisme et de toutes ces choses-là. Et en France, c'est Zemmour Knafo, quoi. Et donc quand vous regardez, je me suis amusé, j'avais vraiment rien à faire. J'ai quand même fait un papier aujourd'hui, mais je me suis amusé à regarder par bureau de vote le score de Knafo dans l'Ouest parisien. Vous avez 26-25% dans le Nord 16e, l'Est 8e et le Sud 17e, c'est exactement là où vivent ces gens-là. Donc, c'est exactement ça. Donc, c'est des gens qui ne se sentent... qui, d'une certaine façon, je les en remercie, valident ma thèse. C'est-à-dire que eux, ils sont en rupture avec le néolibéralisme. C'est-à-dire que LR, Macron, tout ça, ça les intéresse plus, en fait. Eux, ils veulent autre chose. Et ils veulent quelque chose de plus radical, qui est effectivement la fin de toute forme de redistribution, sachant que pour eux, la redistribution a une base en fait raciale, et que c'est la redistribution pour eux, c'est la revanche en fait décolonisée. Donc il y a cette espèce de truc très très fort, et donc là on a une base sociale en quelque sorte pour ce capitalisme d'état d'urgence, qui par ailleurs est plus large et recoupe et je dirais se développe dans toutes les zones politiques du capital, mais sa traduction la plus forte, elle se trouve là. Et je termine juste là-dessus, le capitalisme d'état d'urgence, c'est un capitalisme de fuite en avant et de déni précisément des deux autres crises, de la crise anthropologique et de la crise écologique. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit, la concentration de la question sur la question du pouvoir d'achat pour des gens qui ont un revenu très élevé. Là, je ne parle pas des gens qui n'ont pas de quoi vivre, mais vraiment pour des gens qui ont un pouvoir d'achat très élevé. Plus, effectivement, tout le détricotage, toute la demande de détricotage de ce qu'on appelle les normes, et notamment des normes environnementales. Voilà. Dans l'actualité, c'est les trucs anti-vélo, voilà. Après, mais vous voyez bien, ce truc-là, ça, ces entraves au mode de vie de cette classe-là,
entraîne en fait cette volonté de fuite en avant avec comme seul objectif évidemment l'accumulation. Et ça évidemment c'est quelque chose qui est à la fois extrêmement violent. En fait, ça se traduit par une violence étatique et économique très forte, et c'est une violence que cette classe-là est en train d'assumer de plus en plus. Oui, parce que peut-être tu peux rebondir en 2 mots dessus avant qu'on passe, mais tu mets vraiment en scène à la fin de l'ouvrage, et je pense que c'est quand même quelque chose de notable, une opposition, une fausse opposition entre au fond un espèce de néolibéralisme un peu tardif, qui serait incarné par des gens comme Biden, qui seraient au fond capables, par l'État, de relancer l'économie, notamment par la consommation, par des plans d'investissement massifs dans les infrastructures, notamment vertes, et ce capitalisme-là d'état d'urgence, qui serait, lui, un capitalisme plus libertarien, qui réduirait l'État à ses fonctions régaliennes punitives, en quelque sorte. Et pour toi, au fond, on est encore là, en ce moment, dans une transition entre ce néolibéralisme tardif qui n'arrive plus à fonctionner, en fait, et l'échec de Biden face à Trump est le symptôme de ça, et ce capitalisme d'état d'urgence plus libertarien, plus proche de l'extrême droite, au fond. Est-ce que tu peux juste, peut-être en 2 mots, expliquer cette opposition ? Oui, en fait, c'est une, on va peut-être y venir, mais c'est ce qu'on pourrait appeler une fausse lutte spectaculaire en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est effectivement l'idée que, et ça on le voit bien notamment, quand je suis allé je me mets pas en scène, mais quand je suis allé sur France Culture avec Guillaume Erner a absolument voulu me faire dire que le libéralisme était victime de Trump. Voilà. Et donc évidemment on voit bien la fonction de ce truc-là. La fonction de ce truc-là, c'est de dire que si effectivement il y a un capitalisme rationnel qui s'oppose à une sorte de délire de gens dont on n'est pas très sûr de la santé mentale, ok, là on voit bien qu'on va faire appel aux gens rationnels pour qu'ils se mettent tous derrière les représentants du capitalisme rationnel et qui nous sauvent, en gros. Et moi, en fait, je trouve que... mon idée, je la défends depuis un certain temps, puisque dans la réédition de la guerre sociale en 2022, dans la préface que j'ai faite, je disais, il y a une sorte, pour la France, il y avait une sorte de continuum qui allait de la gauche du macronisme jusqu'à la droite de Zemmour. Bon. Et que ce continuum, il était néolibéral et autoritaire. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont à peu près tous d'accord sur les politiques économiques et à peu près tous d'accord sur les politiques sociétales, comme ils disent, mais grosso modo, il y a des différences de quantité, quoi. Il y en a qui sont plus pour insister sur l'économie et un peu moins sur l'anti-wokisme, et d'autres qui sont plus sur l'anti-wokisme et un peu moins sur l'économie. Puis il y en a, c'est les deux. Bon, donc voilà. Donc on a cette espèce de palette, mais grosso modo, le monde qu'ils construisent, puisque la plupart du temps ils sont au pouvoir, ces gens-là, ou ils prétendent vouloir l'être, le monde qu'ils construisent, c'est ce monde du capitalisme d'état d'urgence. C'est-à-dire, c'est un monde où l'État et le capital fusionnent, s'hybrident de plus en plus. C'est un monde où on va faire pression sur le monde du travail parce que comme on a moins de gains de productivité, on remplace la plus-value relative, relative par de la plus-value absolue, donc on a ça. Et c'est un monde de violence raciale et de genre, et voilà. Donc c'est un peu ce même monde qui est prétendu, mais effectivement avec des couleurs un peu différentes qui permettent de mettre en place en fait une opposition. Et vraiment comme dans Debord, c'est-à-dire cette idée de fausse lutte spectaculaire permet de faire croire qu'il y a en fait un salut à l'intérieur du système, salut qui en fait est porté par ceux qui ont eux-mêmes provoqué le désastre dans lequel on est. C'est-à-dire, en gros, là, les démocrates américains sont en train d'aller rechercher Kamala Harris pour s'opposer à Vance aux prochaines élections. Enfin, il y a quelque chose qui est un peu démentiel, mais
voilà, comme tout le monde oublie, bon, ben, on repasse, on repasse voilà. Et donc vraiment, c'est cette idée-là qu'il faut... Enfin, moi, je suis un peu, j'avoue, politiquement un peu obsédé par ça. C'est-à-dire l'idée de ne pas se laisser avoir par ce discours d'un libéralisme bontin qui, en fait, s'opposerait à l'extrême droite, en fait. Les deux sont liés, les deux font partie d'un tout. Il y a même des liens de cause à effet, et je pense que c'est important parce que si par exemple l'extrême droite arrive au pouvoir l'année prochaine en France, nos amis macronistes vont immédiatement se présenter comme le rempart contre l'extrême droite qu'ils auront contribué à faire venir. Donc voilà, je pense que politiquement c'est quelque chose auquel il faut qu'on soit attentif. Après, c'est pas le centre de ce que j'essaye de raconter, mais voilà. Tu as évoqué plusieurs fois le nom de Guy Debord, qui est probablement l'auteur le plus cité de l'ouvrage, notamment avec Marx. Tu le cites notamment beaucoup dans la partie sur la crise anthropologique et sociale. Tu reviens en partie sur un concept qui est très présent chez Debord, mais aussi chez les situationnistes de manière générale, qui est celui de la marchandise, en fait. Comme centre névralgique de cette crise-là. Et peut-être pour l'évoquer, parce que tu évoques plusieurs facettes, il y a la question de l'addiction, de la technologie, il y a la question de la privation et d'autres facettes de la marchandise dans la crise anthropologique actuelle. Est-ce que peut-être tu pourrais expliquer ce qu'est pour Debord la privation dans l'abondance ? Ouais. Je pense que ça permet de... Alors, bon, d'abord, moi, j'ai une lecture de Debord, voilà, il y en a sans doute d'autres, donc voilà. En fait, moi, mon point de départ, ce qui me semblait intéressant, c'était de partir de la question des besoins, et de la formation des besoins dans le capitalisme, et de la formation du manque aussi, dit besoin, dit manque, et donc de cette question-là. Et en fait, dans la société du spectacle, c'est quelque chose qui me semble, en tout cas, assez central. Le point de départ ce pourquoi la société du spectacle est créée, pourquoi on passe en fait du capitalisme au spectacle, pour aller très vite, mais le spectacle est une variante du capitalisme, parce que en fait on arrive à un point où les besoins essentiels sont remplis, sont résolus. La question des besoins, en quelque sorte, est résolue. La question de la survie physique quotidienne, hein, bah, évidemment la question de la survie elle se pose toujours, mais disons la question de la survie quotidienne, accès à la nourriture, accès plus ou moins à un toit, plus ou moins à des produits de santé, est plutôt résolue. Et donc, à partir de ce moment-là, comment le capital continue à faire de l'accumulation? Comment on continue en fait à faire en sorte que il y ait de nouveaux besoins, parce que s'il n'y a pas de nouveaux besoins, il n'y a pas de nouveau capital. Et en fait, c'est ça pour moi qui est fondamental chez Debord, c'est vraiment il répond à cette question-là, et il répond par le concept de spectacle. Et donc la réponse, c'est que effectivement, dans la marchandise, pour qu'une marchandise existe, il faut qu'elle soit immédiatement décevante. À partir du moment où on l'acquiert, il faut que déjà dans sa conception, il faut qu'elle soit décevante en fait. Parce que si elle n'est pas décevante, si elle est parfaite, la marchandise, en fait, il y a plus besoin. On l'a et puis l'affaire est réglée. Et quand qu'est-ce que vous voulez inventer comme nouvelle marchandise meilleure qu'une marchandise parfaite? C'est impossible. Donc il faut que la marchandise soit déficiente, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc effectivement, il faut non seulement que la marchandise soit déficiente, mais il faut que l'utilisateur de cette marchandise soit conscient de la déficience, qu'on insiste sur cette déficience, et qu'on lui dise que, évidemment, le capitalisme ayant réponse à tout, il y a une marchandise qui viendra remplacer celle-là, ou qui est déjà la remplace. Et donc en fait, pour que ça continue à fonctionner, pour que le capitalisme tel que le décrit en fait Marx continue à fonctionner dans un système où, en théorie,
la plupart des besoins sont réglés, et donc on pourrait en quelque sorte s'arrêter là. C'est-à-dire on pourrait dire le capitalisme, ça a été une phase historique plus ou moins sympathique, mais qui nous a permis en fait d'arriver à un certain niveau où voilà. Et donc on pourrait s'organiser maintenant à partir des techniques existantes pour avoir besoin de ce dont on a besoin pour survivre, et puis le reste, comme dirait l'autre, on pêche le matin, on apprend l'araméen l'après-midi, enfin on fait des choses formidables, mais voilà, bon. Mais en fait ça fonctionne pas, parce qu'il y a plus d'accumulation. Donc il faut continuer en fait à faire ça. Et donc c'est le concept qui est extrêmement intéressant de Debord, de survie augmentée en fait. On passe de la survie simple, la question de la survie, à la question de la survie augmentée. C'est-à-dire que la survie en tant que telle est réglée, mais en fait on va réaugmenter en fait. On va réinitialiser la survie en permanence. Et c'est pour moi un élément important, parce que pour Debord, ça veut dire que en fait, la pauvreté, elle est continuelle. En fait, l'abondance crée la pauvreté. Il vous manque toujours quelque chose. Si vous manque quelque chose, c'est ça la pauvreté. C'est quand il vous manque quelque chose, quand vous n'avez pas quelque chose, que vous n'y avez pas accès, que vous en avez, et que ce quelque chose vous paraît indispensable. Et c'est en fait comme ça que le capitalisme contemporain fonctionne. Il a des nouveaux produits ou des nouveaux services qui vont vous sembler très rapidement indispensables. Et si vous ne l'avez pas, ça va pas, vous avez un problème de survie. Aujourd'hui, le téléphone portable, c'est une question quasi de survie, en fait, pour les gens. C'est pas considéré comme quelque chose de supplémentaire. Ah, c'est rigolo, tiens, je peux appeler n'importe où, je peux passer un coup de fil n'importe où. Non, c'est considéré comme et d'ailleurs, dans les pays en développement ou plus pauvres, c'est devenu un bien primaire, on va dire quasiment. Donc, et il y a eu des révoltes au Kenya, au Nigeria, je sais plus, au Liban à un moment, parce qu'il y a eu une coupure Internet, une coupure de WhatsApp, des choses comme ça. Donc enfin, moi je le prends au sérieux, c'est-à-dire c'est réellement quelque chose d'indispensable pour les gens. Mais c'est pas quelque chose d'indispensable qui vient d'eux, c'est quelque chose d'indispensable qui est créé par le capital. Et c'est ça en fait que décrit Debord. C'est toujours en fait la misère toujours renouvelée. Y compris lorsque les revenus sont extrêmement élevés. Et c'est aussi ça qu'on voit au quotidien. C'est-à-dire qu'on voit, et c'est ce que je viens de décrire avec les classes supérieures françaises. C'est-à-dire que eux, enfin, je veux dire, ok, bon, vous avez perdu un peu en réel, mais bon, ça arrive. Ça arrive, hein. Ça arrive. Mais voilà, ils pourraient eux aussi dire c'est pas grave, ça va bien. Mais non, en fait, parce que aussi, il leur faut de nouveaux produits. Ils font partie de la classe des élites, donc il faut qu'ils aient aussi les derniers machins, etc. Donc voilà, c'est cette course permanente à la survie. Et ça, dans l'idée de Debord, c'est pas critique. Ça crée pas Debord, c'est pas un penseur de la crise pour le coup. Donc moi, ce que j'essaye de dire en quoi ça peut être critique en fait, parce que précisément cette course permanente à la marchandise, lorsque le capitalisme est en sous-régime, non seulement en fait, ça provoque des problèmes, je dirais, anthropologiques, au sens où à un moment, avoir une vie qui est celle du capital et qui n'est pas la sienne, ça peut provoquer des problèmes dans les individus. Et puis surtout, cette misère, elle est toujours renouvelée. Donc en fait, ça crée des problèmes sociaux, en fait. Et ça, c'est assez intéressant parce que, en fait, dans les années 2000-2010, vous savez, on nous a bassiné sur mais le capitalisme a sorti tout le monde de l'extrême pauvreté, il n'y a plus de pauvreté sur Terre ou quasiment plus, c'est formidable. Donc vraiment, toutes les critiques marxistes du capitalisme étaient évidemment fausses, puisque le capitalisme enrichit les gens et ne les rend pas plus pauvres. Sauf que, en fait, ce qu'on voit, c'est que là, en plus, comme on est à un stade où on a sorti les gens de l'extrême pauvreté, mais on ne peut pas leur proposer d'aller plus haut, en fait, ces gens, ils veulent en fait
toujours plus de marchandises. Donc il leur faut toujours plus de revenus. Et là, ça vient cogner, en fait, avec la réalité du capital. Et c'est aussi ce qui explique que la situation sociale dans les pays en voie de développement ou émergents aujourd'hui est beaucoup plus tendue qu'elle peut l'être dans certains pays occidentaux, où pour le coup la crise anthropologique va prendre d'autres formes, notamment les addictions, tu as dit, les problèmes de santé mentale, les choses comme ça, prendre aussi des formes de crise sociale parfois, mais voilà, peut-être un peu moins. Donc moi il m'a semblé en tout cas que là Debord nous ouvrait en fait des grilles de lecture extrêmement contemporaines, et même il me semble, mais peut-être je me trompe, mais il me semble que même la société du spectacle est plus contemporaine qu'elle ne l'était en 67, où elle me semble un petit peu exagérée par rapport à la situation de la société de 67, mais alors pas du tout exagérée par rapport à la situation actuelle pour le coup. Voilà. Donc avec la crise économique et la crise anthropologique, il y a une troisième crise qui est la crise environnementale, que tu abordes beaucoup en citant le jeune Marx sur sa théorie de la nature. Tu parles beaucoup de la rupture métabolique. Peut-être que tu pourras un petit peu revenir sur l'importance de ce concept-là pour toi, pour penser cette crise-là. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est au fond le bilan que tu fais des impasses qui sont proposées par différentes forces politiques. Alors là, on va vraiment de la gauche social-démocrate à l'extrême droite, même si elle est peu concernée par les questions environnementales, donc plutôt la droite, je dirais. Donc les impasses de la croissance verte notamment, même des perspectives de sobriété que tu juges inefficaces parce que de toute manière incapable de mettre en place une véritable sobriété qui serait efficiente pour répondre aux enjeux de la crise. Comment tu fais justement le lien entre ce constat du jeune Marx et les impasses politiques contemporaines ? Là pour le coup on est il y a l'idée de la rupture métabolique, elle est vraiment dans cette idée d'échange entre l'humanité et la nature, et d'échange réciproque en quelque sorte. Alors évidemment, historiquement, il y a des ruptures métaboliques, je dirais, ponctuelles. Évidemment, ça peut exister, des surexploitations forestières. La France du Moyen-Âge, c'est complètement... Il n'y a plus de forêt, bon, ouais. Évidemment. Mais ça n'entraîne pas, en fait, des ruptures macro, en fait. Et c'est quand même la particularité de l'époque, c'est d'avoir ces ruptures macro qui sont les dépassements des limites planétaires, qui pour moi sont la traduction, en fait, de cette rupture métabolique. C'est-à-dire que, à un moment, le mode de fonctionnement de l'humanité, ou plutôt le mode de fonctionnement de l'humanité guidée par le capital, fait que voilà, on dépasse en fait on nie complètement en fait l'existence d'une logique naturelle qui serait différente de celle du capital. Donc vraiment, c'est cet aveuglement du capital qui est central. Et du coup, pour moi, le reste en découle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on essaye de régler ces questions dans un système où les rapports sociaux sont médiatisés par le capital, en fait, on est absolument condamné à échouer. En fait, ça ne peut pas fonctionner. Tout simplement parce qu'il y a en fait une exigence du capital pour le maintien de l'accumulation qui suppose naturellement, et en fait c'est comme ça que fonctionne le capitalisme, on pourrait dire c'est un capitalisme brun plutôt qu'un capitalisme vert, mais en fait pour réaliser cette accumulation permanente, il faut en fait qu'il y ait des objets qui fonctionnent, et ces objets en fait on les prélève, pour les fabriquer on fait des prélèvements sur la nature, et donc s'il faut toujours plus de biens et de services, c'est-à-dire soit d'objets directement, soit de services qui utilisent des objets, s'il en faut toujours plus pour pouvoir accumuler toujours plus, en fait, il faut toujours plus prélever. Et donc, il faut toujours plus, en fait, tirer sur
sur la corde des limites planétaires, et donc on peut pas revenir en fait dans ce cadre-là, on peut pas revenir dans les limites, sauf à avoir un autre mode d'organisation qui justement ne part pas uniquement d'essayer de trouver une sorte de paix armée entre la nature et le capital, mais qui part en fait des besoins. Et qui précisément tente de casser cette fuite en avant des besoins dont on vient de parler. Donc pour ça, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est étroitement lié, entre la crise anthropologique et la crise écologique. Et d'une certaine façon, l'inefficience et la passivité de l'humanité face aux désastres en cours s'explique de cette façon-là. C'est que, en fait, si l'humanité a ses besoins déterminés par le capital, et si le capital a besoin en permanence de prélever sur la nature pour pouvoir fonctionner, sans s'occuper en fait des réserves ou du fonctionnement, tout simplement du fonctionnement en fait naturel, à ce moment-là, évidemment, la rupture métabolique, elle est constitutive en fait du fonctionnement du capital, et donc elle est constitutive de toutes les formes de capitalisme, qu'ils soient vert, jaune, ce que vous voulez. Ça ne peut pas fonctionner. Et d'ailleurs, on le voit bien. Alors, pour ça, ils essayent de trouver en fait des formes. Là encore, c'est là où. Pardon, mais la notion de spectacle est quand même extrêmement intéressante. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en scène une amélioration parce qu'en fait, ils vont cibler des objectifs très précis, comme par exemple l'émission de gaz à effet de serre dans un pays donné. Donc évidemment, alors par exemple au Danemark, c'est formidable parce qu'ils ont des éoliennes, ça marche bien. Bon, là, il se trouve qu'en fait, il y a quand même des problèmes à cause du pétrole. On se demande pourquoi, puisque tout fonctionne avec des éoliennes. Mais enfin voilà. Donc évidemment, là, ça fonctionne très bien. Dans des pays qui sont très tertiarisés, ça peut aussi fonctionner. Voilà. Mais en réalité, même si on avait un ralentissement des émissions de gaz à effet de serre, en fait, la dynamique de la crise environnementale, de la crise écologique, suppose une rupture qui est beaucoup plus forte que simplement une adaptation de l'accumulation à certaines contraintes, parce que en fait, on s'est rendu compte que en fait, la crise écologique, ça pouvait causer du tort aussi aux capitalistes, alors donc du coup on va essayer de s'arranger. Mais là, il y a une dynamique aussi, une dynamique propre à la crise. Et c'est assez intéressant de voir ça, c'est-à-dire que, en fait, cette dynamique propre à la crise environnementale, elle est, je cite un papier du FMI que je trouve absolument extraordinaire, c'est-à-dire que le FMI lui-même explique qu'il y a une incompatibilité entre la croissance économique et le règlement de la crise écologique. Ils expliquent que c'est pas possible, qu'à un moment, il faut faire autrement. Voilà, vous prenez ça, vous le foutez au panier, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Bon, mais enfin, c'est un rapport d'experts du FMI. Donc ça, ils le savent. Donc en fait, la seule façon de continuer à faire comme avant, encore une fois, c'est le déni. C'est les fausses solutions, c'est les fausses luttes spectaculaires, c'est le déni, c'est la fuite en avant. Et donc, effectivement, ça nous emmène dans un monde qui est un monde profondément marqué par la destruction. En fait, ce que j'essaye si on pouvait résumer un peu le propos, parce qu'il est tard et que ça commence à bien faire, quand même, il y a cette idée que la force d'accumulation du capital, qui a toujours été destructrice, mais qui à un moment pouvait être compensée par des forces, disons, positives ou qui pouvait sembler à certaines populations, en tout cas positives, en fait, maintenant, est purement destructrice. En fait. Elle est destructrice de l'homme, elle est destructrice de la nature, et elle est destructrice d'elle-même, en fait. Et donc, c'est cette espèce de fuite en avant destructrice qui nous attend avec le capitalisme d'état d'urgence, qui, en fait, est un capitalisme qui assume sa fonction destructrice. Et là, enfin, je veux dire, là encore, je l'ai écrit, j'ai fini d'écrire en novembre dernier, mais bon, la fuite en avant belliqueuse des États-Unis,
c'est quand même cet élément-là, avec cette idée que vraiment, bah oui, ça va être destructeur, mais en fait, à la fin, il y a des puits de pétrole à gagner, quoi. Il y a des parts de marché sur le marché de l'armement à gagner, voilà. Donc, allez, on y va. Et en fait, on assume ce côté destructeur. On assume justement de revenir, parce que ça ne marche pas pour le capital, sur la croissance verte et d'aller dans l'extraction pure, etc. Et ça, encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, évidemment, c'est vrai de Donald Trump, mais regardez ce qui se passe en France. Je veux dire, en France, c'est pas Donald Trump officiellement, mais on a la loi du plomb, soutenue par le gouvernement. Et la loi du plomb, c'est rien d'autre que ça, en fait. Pour un capitalisme français où l'agroalimentaire est central. Voilà. Donc évidemment, nous, le pétrole, ben, on n'en a pas. Donc c'est facile de dire on ne fait pas de l'extraction pétrolière. Mais je veux dire, nous, ce qui est important pour nous, c'est l'agroalimentaire. Il faut qu'on mette des saloperies sur les trucs, ben on met des saloperies sur les trucs. Et puis voilà. Donc cette fuite en avant, elle n'est pas propre, en fait, au néofascisme états-unien. Elle est en fait présente dans tous les domaines aujourd'hui et dans tous les secteurs du capitalisme contemporain. Bien, bah sur ces paroles d'optimisme, on a fait quand même un peu long. Je propose peut-être de prendre quelques questions, si vous voulez, et ensuite de... Merci beaucoup pour la discussion et la présentation. Moi j'ai une question en fait c'est en réalité à partir d'un de tes derniers articles où tu dis que la guerre de Trump au Moyen-Orient pourrait être l'événement qui contribuerait à faire éclater la bulle spéculative autour de l'intelligence artificielle. Mais en même temps, il y a quelque chose qui, à mon avis, pose problème dans cette interprétation, et j'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus. C'est qu'il y a eu un virage militaire de la tech et de la Silicon Valley depuis au moins un an, et en fait un peu même avant l'arrivée de Trump au pouvoir, parce que justement ces entreprises-là voient dans l'armement, dans le militaire, dans le Pentagone, en fait une manne financière très importante qui pourrait justement contribuer à faire en sorte que, justement, à financer tous leurs projets de grands modèles de langage, d'investissement dans des data centers, etc. Du coup, comment toi, tu interprètes cette contradiction apparente entre le fait que la guerre pourrait contribuer à faire éclater la bulle de l'intelligence artificielle, mais le fait aussi que ces entreprises sont dépendantes ou pourraient bénéficier en même temps de cette guerre-là à cause des contrats et tout ça? Merci beaucoup. Oui, alors ça, c'était une hypothèse évidemment que j'avais formulée sur un papier d'actu, qui me semble possible, mais encore une fois, parce que effectivement, les entreprises de tech aujourd'hui sont soumises à des contraintes physiques. Donc évidemment, l'accès à l'énergie bon marché reste quand même quelque chose d'important pour remplir ces contraintes physiques. Après, dans le même article, je soulignais qu'une des raisons qui avait amené à cette fuite en avant et à cette guerre, c'était effectivement que les États-Unis aujourd'hui fondent leur modèle économique sur leur croissance économique. Attention, c'est pas le fait que l'intégralité de la croissance est basée là-dessus, mais je disais sur les éléments qui peuvent apporter de la croissance aux États-Unis, sur deux éléments principaux. Trois, l'intelligence artificielle, évidemment, tu l'as dit. Deuxièmement, le pétrole. Les États-Unis sont devenus, sous Biden d'ailleurs, des exportateurs nets de pétrole. Et troisièmement, sur l'armée et l'armement. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et un des éléments essentiels aujourd'hui des dépenses militaires, c'est le nœud technologie-armement. Donc, tu l'as dit, sur l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Et c'est aussi ce qui fait, par exemple, qu'un pays comme Israël est dans une fuite en avant aussi militaire très forte, parce que eux, tout leur modèle économique, pour le coup, est basé sur ce nœud technologie-armement. C'est effectivement les usages
militaire de la technologie qui se redéploie ensuite en usage civil et qui permettent en fait ensuite d'alimenter, notamment aux États-Unis, la croissance technologique. Donc en fait, tu as raison, c'est une question qui est délicate. C'est-à-dire qu'est-ce qui va l'emporter des deux tendances entre la tendance... là, je pense qu'en fait, le pari qui était fait au départ, c'était que c'était une guerre courte et qu'effectivement, du coup, on gagnerait sur les deux tableaux. Après, dans le cadre d'une guerre longue, est-ce que les marchés vont être réellement déstabilisés ? Est-ce qu'il va y avoir une hausse des taux pour contrer une poussée inflationniste ? Là, ça mettrait quand même la bulle Internet, enfin la bulle intelligence artificielle directement en danger. Et est-ce que du coup, même en mettant en danger cette bulle d'intelligence artificielle, les gains attendus sur le militaire pourraient compenser ? Bah voilà, c'est très difficile à dire, mais ce que je trouve très intéressant dans ta remarque, c'est vraiment ce que j'essaye d'expliquer aussi dans le chapitre 5, c'est qu'il y a une imbrication aujourd'hui de la question militaire, de la question technologique, de la question de la croissance, et qu'aujourd'hui, parmi les fameuses contre-tendances qu'on a évoquées, la contre-tendance militaire devient en fait quelque chose de très important, de fondamental, et précisément parce que, en fait, dans les applications technologiques, parfois c'est difficile les applications technologiques, ça demande des investissements, ça demande du temps, etc. Et en fait, la guerre, c'est formidable. L'État paye, investit, paye de la recherche, et ça permet en fait de faire des bons technologiques, notamment vers le civil, qui sont extrêmement importants. Les produits de consommation courante sont devenus en fait bon marché après la Seconde Guerre mondiale, en grande partie parce qu'en fait il y a eu la guerre et qu'il y a eu des applications militaires de technologies qui étaient là avant, mais qui en fait n'arrivaient pas à se développer. C'était aussi ça la crise de 29, c'est que c'était très cher à faire, et donc il y avait une surproduction parce que les gens ne pouvaient pas l'acheter. Donc voilà. Il y a cet élément-là. Moi, je ne peux pas te répondre. Enfin, ça me semble un peu difficile de répondre aujourd'hui, mais en tout cas, on est sur cette période extrêmement chaotique où effectivement, ça se joue un peu entre les deux. Merci, et encore désolée pour cette petite interruption tout à l'heure. La première, c'est juste en rebondissant sur ce que j'écoutais là, je me demandais si dans ce qu'on mettait aussi dans l'économie états-unienne, on ne pouvait pas mettre le contrôle des infrastructures dans leur modèle, enfin dans leur capture de croissance, infrastructure physique, et aussi la dollarisation, dédollarisation du monde. C'est assez rapide. Et après, moi, je suis politiste, donc je regarde toujours l'État et je bataille vachement en ce moment sur comment caractériser la période à cet égard. Donc, je ne suis pas arrivée à la conclusion encore. Mais en fait, moi, sur le truc du néolibéralisme qui serait dépassé, je me demandais... Enfin, étant donné que l'État est toujours au cœur... Pour moi, le néolibéralisme, c'est donc l'État qui se met au service du marché. L'État est toujours au cœur de pour ces acteurs-là aussi. C'est pour ça que je rejette un peu le truc libertarien, au sens où, en fait, ces acteurs essaient toujours de cavaler après l'État. Du coup... là c'est de la théorisation en train de se faire, donc c'est voilà. Mais pour moi, est-ce qu'on n'est pas encore en fait dans une forme de néolibéralisme, mais exacerbé, au sens où juste il y a de moins en moins de trucs à se partager, donc l'État devient, et c'est ce que tu décris aussi sur la captation des services publics en fait. Mais c'est ça, est-ce qu'on enfin tu vas me répondre oui j'imagine, mais c'est vraiment juste sur ce rapport par rapport à l'État qui n'est pas éclipsé selon moi, et du coup comment tu le positionnes vraiment dans ça, vraiment par rapport à des gens qui, et Macron est la meilleure illustration, essayent toujours de capter les ressources d'État. C'est pour ça qu'ils sont chefs d'État par ailleurs. Ouais. Merci beaucoup pour ces deux questions, parce que notamment la deuxième, j'essaye dans le livre, je ne sais plus exactement où, et encore une fois, comme je suis cramé, je ne me souviens plus exactement, mais j'essaye de traiter de cette question, parce que ça me semble effectivement, et moi aussi j'ai une petite passion pour les périodes et la périodisation, donc j'essaye de répondre à ça. D'abord, sur la première question, oui, évidemment, la question des infrastructures est essentielle, et je dirais c'est même pas la question des infrastructures, la question des infrastructures s'articule dans une question plus générale, qui est que désormais les États... et ça va répondre aussi à la deuxième, ça va ouvrir sur la deuxième, les États tentent de sécuriser effectivement la captation de valeur, et donc pour ça, il se crée en fait des zones d'influence.
physiques pour en fait se garantir l'accès aux ressources et au marché. Si vous regardez la façon dont Donald Trump a géré les droits de douane, c'était pas tout le monde était là, mais les droits de douane, le protectionnisme, c'est pas une question de protectionnisme, c'est une question en fait d'utiliser ça comme une arme pour pouvoir en fait faire rentrer des pays dans une sphère d'influence sécurisée politiquement pour les États-Unis. Cas le plus marquant, c'est l'Argentine, où en fait il y a eu un chantage aux élections. Vous votez bien, sinon on vous coupe les vivres et vous vous retrouvez avec une nouvelle crise de balance des paiements. Donc, mais bon, c'est aussi le Groenland, c'est aussi le Venezuela, c'est la guerre actuelle, voilà. Donc, évidemment, le contrôle de ces points névralgiques d'infrastructure, elle rentre dans cette idée de construire, et donc dans la relance de la nouvelle doctrine Monroe, hein, qui est en fait le cœur de cette pensée de sphère d'influence, qui se réalise aussi de l'autre côté par les Chinois, sous d'autres formes, forme plus de dépendance économique, voilà. Mais là, j'ai fait aujourd'hui est paru un article où j'essaye de montrer ça justement, la façon dont la Chine, en fait, crée des dépendances vis-à-vis notamment de certains pays d'Asie du Sud-Est, à son propre marché, mais aussi à ses fournitures. Donc, elle crée de fait une zone d'influence. Mais bon, par exemple, la Russie essaye de se créer une zone d'influence. Alors eux, parce que le seul truc qu'ils ont, c'est-à-dire le militaire. Voilà, mais enfin qu'ils avaient à ce moment-là. Mais voilà, bon, on retrouve ça de façon générale. Et du coup, ça m'amène à votre... Et donc le dollar, évidemment, mais ça, je ne rentre pas dans le détail, mais effectivement, c'est d'ailleurs, à mon avis, un des éléments aussi de la fuite en avant militaire des États-Unis, c'est de renforcer la centralité du dollar, parce que la force du dollar, c'est quoi ? C'est d'être la monnaie de la première puissance militaire du monde. Donc si on affirme qu'on est la première puissance militaire du monde en mettant à genoux chaque régime qui ne nous convient pas, on renforce en fait cette garantie implicite donnée au dollar. Et d'ailleurs, depuis le début de la guerre, le dollar a beaucoup augmenté. Donc le dollar, ils en ont besoin parce que un des piliers de l'économie américaine, c'est la finance, évidemment, et c'est l'importation de capitaux. Alors, la question intéressante, qui est la deuxième que vous avez posée. Moi, je comprends votre position, et c'est une hypothèse qui se tient. C'est-à-dire qu'on serait dans une forme de néolibéralisme un peu renforcé, on va dire. Alors moi j'essaye de développer une autre hypothèse qui est de dire en fait on a un vrai changement, une vraie rupture de la relation entre l'État et le capital en fait. Et pour ça je mobilise un texte de Otto Rühle, qui n'est pas très bien connu pour ça, mais qui a écrit un texte en 1932 sur la crise des années 30 qui est extrêmement intéressante, où il donne une forme il fait une catégorisation des capitalismes d'État. Et donc il donne 3 capitalismes d'État: le capitalisme à la soviétique, où l'État remplace en fait la classe capitaliste en gros, et donc se charge lui-même de l'accumulation. Le capitalisme, ce que Paul Matic appelait l'économie mixte, c'est-à-dire de collaboration entre l'État et le capital, voire même parfois de concurrence, où en gros l'État et le capital s'auto-développent. Et à mon avis, le néolibéralisme est plutôt dans cette catégorie-là, même si c'est une forme, à mon avis, transitionnelle vers le troisième, qui est une forme de capitalisme d'État où le capital prend le contrôle de l'État et devient, en fait, s'hybride. Là, je reprends, en fait, un élément qui est développé par Daniela Gabor, qui est une économiste, qui est cette idée de l'hybridation, et aussi par Ila Salami, de l'hybridation du capital et de l'État, où, en fait, l'État... prend en charge lui-même le capital prend en charge lui-même l'État, ses fonctions régaliennes, typiquement la défense, voilà, et ses fonctions répressives, et donc effectivement l'État est désormais géré
je dirais, dans l'intérêt du capital. Voilà. Exactement. Et alors ça peut prendre, en fait, ça peut prendre des formes très, très particulières, avec des capitalismes d'État à la chinoise qui sont plus centralisés, plus ordonnés, et puis des capitalismes d'État à l'américaine, où effectivement, on a une forme de, ce que j'appelle moi un capitalisme de malfrat, c'est-à-dire que en fait c'est la mafia, quoi. C'est des secteurs du capital qui prennent le contrôle de l'État et qui entrent en conflit avec d'autres secteurs de capital qui viennent voilà. Donc ça, c'est un peu l'hypothèse que j'ai aujourd'hui, parce que quand même, je trouve qu'il y a une forme de rupture par rapport au néolibéralisme classique, où l'État quand même est chargé d'organiser le marché, etc. Là, en fait, le problème, c'est que le marché, ça fonctionne plus. Donc en fait, il faut qu'ils organisent non plus le marché, mais les contournements du marché. Les façons de s'en passer, en quelque sorte. Et donc, ce qu'ils organisent, c'est plus le marché, c'est la prédation. Donc, à mon avis, on a un changement là. La prédation, et quand je dis la prédation, c'est ressources naturelles, autres pays, et puis monde du travail, travailleurs. Donc, ça suppose un niveau de violence que le capitalisme essayait de contourner par des instruments juridiques, etc. Et à mon avis, ce qui vient confirmer le fait qu'on est en rupture par rapport au néolibéralisme, c'est que tout le juridisme néolibéral est en train d'être balancé par la fenêtre, avec une remise en cause en fait de l'état de droit. L'état de droit qui était au service du néolibéralisme, en fait. C'est l'introduction de tout le droit d'entreprendre dans la Constitution, toutes ces choses-là. Mais là, en fait, même ça devient trop, quoi. Donc, en fait, toute contrainte devient... C'est ça le capitalisme d'état d'urgence. C'est qu'en fait, toute contrainte devient trop forte, en fait. Il faut se débarrasser de tout. Et donc, pour revenir sur le dernier point de votre question, qui était décidément très intéressante, c'est la question du libertarianisme. Et je pense que le libertarianisme, il ne faut pas le prendre au sens... Et d'ailleurs, on le voit bien avec l'expérience argentine, où Milei s'est fait élire en disant « je suis un adepte de Rothbard, donc je suis un anarcho-capitaliste, etc. » Pour un anarcho-capitaliste, il a quand même bien l'usage de l'État, quand même. Voilà. Mais c'est en fait assez normal. C'est-à-dire que c'est une couverture, en fait. Finalement, le libertarianisme, c'est un peu ce que le néo-keynésianisme était au néolibéralisme. C'est-à-dire que c'était une couverture où on essayait de dire, bah oui, en fait, on vous sucre des avantages, mais c'est pour plus de justice, c'est pour favoriser l'accès à l'emploi, tout ce baratin-là, en fait. Donc là, c'est pareil, en fait, il y a un surmoi libertarien, un baratin libertarien, en fait, qui plaît à la base sociale en question, qui voit en fait son avantage, la suppression des structures étatiques, de la sécurité sociale, la baisse des impôts, tous ces trucs-là. Et évidemment, moi, ce que je défends dans le livre, c'est que en fait, la phase de capitalisme d'état d'urgence est une phase de capitalisme d'état, en fait. Mais d'un capitalisme d'état, à mon avis, d'un genre nouveau, inversé. Voilà. Mais encore une fois, après, j'ai peut-être tort, et voilà, tout ça se discute complètement, et c'est aussi très précis, du coup, parce que c'est des trucs un peu de geek, machin, mais enfin bon. Moi, j'aime bien, donc j'en parle volontiers. Vous sonnez la fin de la... Oui. Merci de votre présence à tous, c'est super.